moi, je vais pouvoir attaquer. Bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt, et merci d'être venu malgré le petit couac d'hier à cette session. Sachant que là, comme je vous l'ai dit, hein, je vais reprendre un petit peu les webinars. Et puis la prochaine série qui va sortir là prochainement, ça va être des webinars sur PeerView, d'accord? Donc ça va être parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je pense parce que j'en faisais avant, j'en ai fait pendant peut-être 4-5 ans, et maintenant j'en ai plus fait du tout. Donc là, je vais reprendre la partie PeerView parce qu'il y a tellement de nouveautés, en fait, ça avance tellement vite que ça tombe bien de refaire justement un petit tour là-dessus et puis voir un petit peu ce qu'on peut proposer là sur cette partie. Alors, je vais juste ok, super. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous faire une petite intro rapide d'une chose qui me tient à cœur. Je pense que vous savez de quoi je parle. Vous montrer un petit peu comment on va se structurer et vous montrer surtout ce qu'on va faire. Après, on va parler un petit peu donc d'Entra ID Design sur la partie Conditional Access. Vous apporter 2-3 petites nouveautés. Enfin, pas nouveautés, mais plutôt 2-3 concepts. Puis après, on parlera de quelques nouveautés sur Entra ID. Les licences, refaire un point sur les licences parce que j'ai énormément de questions sur les licences, sur la partie Entra ID. Donc on va en parler un petit peu et surtout enlever quelques mythes sur cette partie licence. Et puis quelques news, notamment sur la partie Entra ID Connect et puis 2-3 trucs qui sont intéressants. D'accord ? Donc voilà. Hop, alors, donc Zero Trust. Zero Trust Community, vous avez peut-être dû le voir, je ne sais pas ceux qui suivent sur LinkedIn ou pas. Donc, j'ai lancé une initiative de créer une communauté, donc Zero Trust, donc la French Community. Donc, c'est vraiment une communauté francophone qui va parler autour de toutes les technologies de sécurité Microsoft autour du Zero Trust. Cette communauté sera portée par 2 personnes avec moi. Donc, il y aura Frédéric Morin, je pense que vous connaissiez, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est quelqu'un qui est à La Réunion. Et puis Jean-François Apréa, que vous connaissez, puisqu'en général, je fais pas mal de sessions avec lui. D'accord ? Donc, c'est 2 personnes qui vont m'aider justement à mettre en place la communauté, à s'organiser, et puis à proposer des meet-ups comme je l'ai fait hier soir avec quelques collègues. On aura un webinaire par mois, donc autour de la sécurité Zero Trust, Microsoft, et pas que. Donc ceux qui souhaitent, par exemple, donner des webinaires sur des technologies tierces, mais qui s'intègrent avec Microsoft, libre à vous, ce serait très bien. Et donc la particularité de cette communauté, en fait, donc là, vous avez le site ici, pour ceux qui... bon, je l'ai fait vite fait, hein, excusez-moi du modèle, mais c'est vraiment, voilà, en gros, en plus, on est sur du violet, hein, donc c'est un mélange entre Red Team et Blue Team, d'accord. Ce qui est intéressant dans cette, on va dire, dans cette communauté, comme je le disais, c'est cette partie-là. Donc là, il y a l'équipe, mais surtout cette partie, c'est les ambassadeurs. Donc, en fait, je lancer un appel de candidature à des ambassadeurs afin qu'ils puissent finalement venir porter le message de la communauté, de l'association, appelez ça comme vous voulez. Et ces ambassadeurs auront plusieurs rôles. Auront déjà un rôle de nous faciliter, de partager les trucs sur les réseaux sociaux, etc. Et surtout aussi de proposer d'être, on va dire, force de proposition sur une techno où ils sont experts, et du coup d'échanger, d'être un petit peu la personne qui va être un peu le modèle parmi les membres, afin qu'ils puissent les aider sur des problématiques, afin qu'ils puissent les aider sur des thématiques, afin qu'ils puissent les aider sur des feedbacks sur des projets, des choses comme ça. D'accord ? Donc les ambassadeurs seront choisis en fonction de leur expertise sur les technos respectives. Tu vois, par exemple, sur la partie sécurité Defender, sur la partie Windows, sur la partie cloud, sur voilà, pas mal de choses. Je pense par exemple, je sais pas, à quelqu'un qui fait de l'Intune et qui sait faire de la sécurité. Je pense par exemple à Jean-François, Jean-François Fernandez qui fait la partie Arden 365 avec moi sur la communauté Arden, typiquement. Voilà. En fait, ça dépend des gens, ça dépend de leur expertise, et en fonction de ça, bien évidemment, ils seront nommés ambassadeurs. Bien sûr, hein, c'est totalement gratuit. Le but, c'est de partager l'information à tout le monde. Et comme je le disais, c'est que... ouais, merci Jeff. Top. Et comme je le disais, c'est surtout en fait offrir en fait un nouveau canal de communication, un nouveau canal d'apprentissage et un nouveau canal d'échange avec les gens.
Donc il y aura un Teams qui sera créé. Ce Teams, et dedans, il y aura les channels, différents channels par techno. Et bien évidemment, vous êtes libre de poster, libre de proposer des sujets et libre de expliquer si vous souhaitez expliquer dans les événements. Donc sachant qu'on va organiser minimum un webinar par mois avec des thématiques, d'accord, donc afin que ça soit pas trop régulier. Je vous rappelle que moi, je faisais un webinar par semaine dans le temps, mais parce que je couvrais plein de sujets. Donc là, on va vraiment rester focus sur la partie sécurité, la sécurité 365, Azure, Cloud, pourquoi pas Dynamics, Power BI, ce que vous voulez, mais vraiment focus sécu. Et puis bien sûr aussi des sujets non Microsoft, mais qui s'intègrent avec l'écosystème Microsoft. Ça aussi, ça peut être intéressant. Et bien évidemment, on est preneur des sujets divers et variés. Donc en fait, il va y avoir deux forms. Donc je n'ai pas encore fini. Il va y avoir le forms pour joindre le Teams, la communauté en tant que membre. Donc vous serez rajouté à des channels Teams qui seront, donc, comme je vous l'ai dit, répertoriés par technologie. Et à l'intérieur, vous avez de l'entraide, vous avez pas mal de choses. On aura même un canal pour aider à passer les certifications. D'accord? Donc ça aussi, c'est intéressant. On aura aussi un canal donc pour participer au bootcamp que je fais. Là, les bootcamps, là, je reconnais quelques personnes qui font les bootcamps avec moi. Donc, cela aussi, vous pourrez accéder à des ressources un peu inédites par rapport à des gens qui ne sont pas inscrits à la communauté. Puis évidemment, je rappelle que c'est totalement gratuit. J'ai rien à vous vendre, je suis pas un vendeur. Donc, voilà, c'est vraiment pour apprendre tous ensemble. Et je pense que c'est intéressant d'avoir plein de vues, plein de points de vue différents, afin que justement on puisse tous proposer donc la meilleure chose à la communauté. Voilà, donc c'est vraiment une petite introduction par rapport à ça. Donc rapidement, je vous envoie donc les forms pour candidater si vous souhaitez être ambassadeur. Si vous souhaitez juste être membre, libre à vous bien évidemment. Et c'est pas parce que vous êtes membre que vous ne pouvez pas apporter votre avis et puis votre expertise. Il y a pas de problème. Il y en a peut-être qui ne souhaitent pas s'exprimer en public. C'est leur choix, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez bien sûr venir sur le canal et puis vous exprimer par écrit. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, tout sera annoncé ici. Donc les next events, vous voyez, par exemple, il y avait celui-là. Donc j'avais bien dit mercredi, mais malheureusement, voilà, tout ça c'est un peu goupillé par rapport à hier. Et donc du coup, le but c'est aussi de vous présenter les prochains webinars, les prochains events qu'on va faire, etc., etc. D'accord, il y a forcément un code de conduite à respecter. Donc voilà, dans les Teams, que ce soit la communication, la sécurité, tout simplement être respectueux avec les gens, et puis faire en sorte en fait qu'on ait une communauté autour des technologies Microsoft afin qu'on puisse apprendre tous ensemble. Je vous jure honnêtement, parce que dans les bootcamps, en fait, on a gardé un channel avec l'équipe, on est une vingtaine de personnes, et vous imaginez pas le nombre d'idées qu'on s'échange dans la journée, et ça peut nous débloquer dans plein de situations. Même moi, ça m'a débloqué sur plein de trucs parce qu'on a des points de vue différents, en fait, c'est ça qui est intéressant. D'accord? Donc voilà, c'est une communauté, un channel, un autre hub de communication. Et puis, j'espère que ça sera fort intéressant avec tout le monde. Ok? Donc, comme vous le savez, là, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet par rapport à Entra. Vous vous rappelez, il y a peut-être 2 ans de cela, Microsoft Azure AD est passé à Entra. D'accord ? Mais Entra, en fait, pour bien comprendre le terme Entra, c'est pas juste un rebranding de nom. On n'a pas juste changé de nom. Ce qui est le changement fondamental de Azure AD vers Entra, c'est qu'en fait, on apporte une plateforme hub qui va accueillir plein de services liés à l'identité. D'accord ? Donc, je m'explique. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez l'IDP, vous avez l'IDP Azure AD. Azure AD, lui, permettait de faire la partie IAM, donc vous avez la partie Identity Access Management, vous avez la partie sécurité, d'accord ? Et vous aviez la partie, on va dire, gestion des users, des groupes et des machines. Okay ? Globalement, c'était ça. Entra vient avec une philosophie différente, où en fait, il va concaténer plusieurs produits dans une même console. Déjà, ça, c'est le premier point, c'est très important parce qu'on a un seul point d'entrée au niveau graphe, donc qui permet d'accéder à tous ces services. D'accord ? On a un seul point d'entrée au niveau d'administration. 2, c'est très important. Et le point 3, il va concaténer plein de services de sécurité autour de l'écosystème Entra. C'est-à-dire qu'on va retrouver la partie Identity Protection, on va retrouver la partie Global Secure Access, j'en parlerai tout à l'heure, donc ce qu'on appelle le ZTNA, donc le Zero Trust Network Access, qui vous permet d'accéder, c'est simple, pour
pour donner une définition aux ZTNA, ça permet d'accéder à des ressources cloud ou on-prem avec la même identité, tout en utilisant des protocoles modernes. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que je suis capable, depuis l'extérieur, d'accéder à une application legacy au travers d'Entra ID grâce au Global Secure Access. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'une application qui fait du LDAP ou du Kerberos, par exemple, en termes d'authentification, je vais pouvoir l'exposer dans Global Secure Access sans pour autant la publier sur Internet, très important, et je vais pouvoir y accéder depuis l'extérieur, c'est-à-dire sur son adresse IP privée. Il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que j'ai un proxy, j'ai un connecteur et je suis surtout sur Entra ID Connect avec la partie Global Secure Access. Et pour couronner le tout, et je ferme la parenthèse sur le ZTNA, c'est que j'accède à ces ressources dans un tunnel fermé. C'est-à-dire que j'emprunte les hubs et les edges de Microsoft qui sont dans Azure, ce qui fait que mon token est encapsulé dans ce hub-là, et ce qui fait que si j'ai une attaque ITM, par exemple, ou des choses comme ça, en fait, l'attaquant ne pourra jamais voir mon token parce qu'il est encapsulé dans un tunnel, et c'est comme si j'avais un VPN entre mon client, d'accord, ma machine, et mon application on-prem qui est chez moi, dans le data center, dans mon entreprise. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, forcément, vous avez l'AI. Donc la partie IA qui arrive, c'est-à-dire que Entra est poussé par l'IA. D'ailleurs, je vous rappelle, l'IA dans Entra, elle existe déjà depuis bien longtemps. Avec le machine learning et le deep learning, en fait, on avait déjà l'analyse comportementale, on avait déjà l'analyse, on va dire, basée sur des vecteurs pour pouvoir définir est-ce que je suis un user risky ou pas. D'accord ? Ça existait depuis Identity Protection avec Entra IDP2 et Azure ADP2, et ça a déjà plus ou moins, honnêtement, 7-8 ans à peu près. D'accord ? Donc ça existait déjà. Mais maintenant, on va venir arriver avec la partie AI qui va nous aider à être plus productif dans la partie signing log, dans la partie recherche de log et dans la partie recherche d'informations. Donc ça, c'est une grosse nouveauté qui va être portée par Security, Copilot for Security, et Copilot for Security va s'intégrer dans l'écosystème Microsoft sur plein de produits. Comme je le disais tout à l'heure, on va avoir la partie Purview, donc qui va vous aider à faire vos labels, qui va vous aider à faire vos règles de DLP, et qui va aussi vous aider à faire ce qu'on appelle le DSPM for AI, c'est-à-dire à trouver des informations grâce à l'AI au niveau de votre organisation. Typiquement, si vous avez du Copilot, vous allez pouvoir tout simplement avec le DSPM savoir qui parle à Copilot, qu'est-ce que vous lui dites, qui fait de l'external sharing de manière massive, etc. Parce qu'en fait, ça va être détecté automatiquement, ça va vous le remonter. Ce qui est intéressant derrière, après, c'est que vous allez pouvoir appliquer des règles DLP sur ce stack d'IA. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'avant, ça n'existait pas, ça, avant. Donc, c'est tout récent. Et vous avez forcément donc l'AI sur les éléments d'administration pour aider les administrateurs à être plus productifs et à être plus performants. Donc typiquement, sur la partie Azure, vous allez pouvoir faire plein de recherches de vos VM. Par exemple, vous pouvez me dire, tu peux me faire un get de toutes mes VM qui se retrouvent dans la souscription A, dans le ressource groupe B. Là, il va vous le sortir automatiquement. Et en plus, en prime, il vous donne le code qu'il a utilisé, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser plus tard derrière pour pouvoir en disposer pour d'autres choses. Et comme hier, c'est marrant parce qu'on a fait un meet-up sur l'IA hier, et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je recherche avec l'IA, mon seul but, c'est de me faire gagner du temps. C'est pour être plus productif, pour faire autre chose, et pour ça, honnêtement, sur la partie Entra ID, c'est vraiment pas mal, parce que du coup, ça vous permet tout simplement de faire vos recherches de logs. Des fois, quand on a des logs, etc., on va fouiner à droite, à gauche. Là, ça va quand même vous aider à aller un petit peu plus loin de manière assez simple. D'accord ? Donc après, forcément, il y a la notion de coût et tout, mais en tout cas, cette partie-là est vraiment, vraiment intéressante. Donc, par rapport à l'Entra Suite, comme je le disais tout à l'heure, et surtout par rapport aux licences, juste pour qu'on soit bien clair au niveau des licences Entra ID Suite, enfin Entra Suite plutôt, parce que Entra ID, c'est la partie Azure AD, et ce n'est pas tout Entra Suite. Donc Entra Suite regroupe ce que vous voyez ici, les différents, on va dire, je ne vais pas appeler ça bundle, mais des add-ons. Vous avez Entra Private Access, le Internet Access, le Governance, Identity Governance, l'Identity Protection et la vérification des ID. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'authentification basée sur la blockchain. Donc c'est pas trop utilisé, je n'ai pas vraiment trop utilisé. Ceux qui ont un retour d'expérience sur vérification ID,
ça peut être intéressant de le partager. Moi, je ne l'ai jamais vu chez les clients, pour info. Par contre, les autres, oui, je les connais assez bien. Et tout ça pour dire, en fait, vous pouvez très bien acheter Entrasuite avec tout ça, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous n'êtes pas obligé de le prendre par bundle, d'accord? Si je vais sur le site de Microsoft, c'est juste ça pour bien éclairer le truc, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été bien compris en fait. Je ne sais pas si le message n'est pas passé de ce que Microsoft a envoyé ou pas. Donc comme je le disais, soit vous prenez les produits de manière autonome, ici, directement, d'accord? Donc là, vous avez la partie, c'est traduit en français malheureusement, mais vous avez ces produits-là, d'accord? Donc le Internet Access, le Private Access, IdentityGouv ou la partie vérification des identités, ou vous prenez toute la suite. Le problème, c'est que si vous prenez toute la suite, forcément, ça fait quand même déjà 11 balles par user et par mois. Hein. Donc ça veut dire que si vous avez de l'E5, il faut rajouter ça à votre stack E5. Donc ça fait quand même cher. On est d'accord. Donc, si on va dire votre E5, si vous avez négocié, vous êtes à plus de 50 balles, plus 11 balles, ça fait quand même très très cher. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de gens qui me disent ouais, mais moi je voulais faire du private access, mais finalement le client il a refusé parce que c'était trop cher, parce que c'était 11 balles. Non, justement, ce qu'il faut faire, c'est que vous venez dans les produits autonomes, et si vous voulez faire que du private access, vous prenez ça uniquement. Vous n'avez pas besoin de prendre les autres trucs, ça sert à rien. D'accord? Donc focalisez-vous uniquement sur le besoin, ça c'est important. Et ce qui fait que derrière, si vous voulez faire du ZTNA orienté sur du private access, j'en parlerai tout à l'heure, vous pouvez prendre que celui-là. Bon, il est quand même à 4 balles 70, hein, d'accord. D'ailleurs, petite comparaison, le problème c'est que là, Microsoft quand même est loin du compte. Et ça, je me suis trompé, je l'avoue. Je me suis trompé parce que je me suis dit, quand ils ont sorti le Global Secure Access avant de sortir les prix, rappelez-vous, ils ont mis au moins 1 an à nous sortir les prix. On était tous en train de le tester, ça marchait bien. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit que tout ce qui est Zscaler, Aruba, ils vont mourir parce que forcément, Microsoft, vu que c'est intégré dans Entra ID, tout est facile. Je me suis dit, ça va être sympa. Mais en fait, ce que j'ai oublié, c'est la notion de prix. Et la notion de prix, c'est que Microsoft est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que les autres. C'est-à-dire à ses concurrents. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus cher qu'un Zscaler, alors qu'un Zscaler est beaucoup plus puissant, beaucoup plus granulaire, beaucoup plus flexible et surtout beaucoup plus adaptable que le Global Secure Access de Microsoft aujourd'hui. Alors bien sûr, attention, ça fait 1 an qu'ils sont dessus, donc vous savez que Microsoft, quand ils mettent de l'argent, après ils deviennent vite les meilleurs d'ici quelques années. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pensais vraiment que avec cette offre d'entrée, j'allais pouvoir en fait décommissionner pas mal de Zscaler chez mes clients et puis passer sur du Global Secure Access. En fait, la réalité, elle est tout autre parce que finalement, j'ai pas réussi parce qu'en termes de prix, on n'est pas assez compétitif. Et de deux, c'est qu'en fait, je fais moins bien qu'un Zscaler, par exemple, aujourd'hui. Prenez sur la partie Internet Access, aujourd'hui, la partie Internet Access, ici, à part malheureusement la partie, on va dire web caching et la partie proxy web, j'ai pas grand chose. Oui, alors attention, hein. C'est Nazim, moi, c'est ça. Nazim. Effectivement, il peut toujours fonctionner, mais par contre, tu sais, c'est un peu comme quand tu as de l'E5, tu as une E5, ça t'active plein de services. C'est ça le truc, hein. Donc faites attention quand même. Donc allez pas le déployer ça sur plusieurs milliers d'users, parce que là, vous allez vite être rattrapé par Microsoft, hein, tout simplement. Donc vous voyez, si je vais dans Traffic Forwarding ici, et là-dedans, donc j'ai mes 3 profils. Donc j'ai le Microsoft, celui-là il est gratuit, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai fait un webinar jeudi dernier uniquement sur le sujet. Le Microsoft Traffic Profile, il est gratuit. Donc lui, vous pouvez faire du GSA gratuitement sans problème. D'accord? D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai mon client ici, je pourrais vous montrer. Ici. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça, c'est gratuit. Par contre, c'est ces deux-là qui sont payés. L'Internet Access et le Private Access. Ok? Donc, peut-être qu'il fonctionne toujours chez toi. Moi aussi, il fonctionne sans licence, mais attention à ne pas partir en production parce que c'est pas du tout gratuit. Hein. Attention, ces 2 modules-là. Donc, ce que je disais donc sur la partie Internet Access, finalement, la partie Internet Access, quand je vais dans Secure Profile, j'ai pas grand-chose.
C'est M365 et Azure. Alors, oui, non, je vais te faire une preuve, Gaston. Je vais te montrer c'est quoi. Regardez ici. Voilà, donc ça, je peux bloquer quelques sites. D'accord? Par exemple, j'ai bloqué des sites d'armes, enfin n'importe quoi, mais j'ai bloqué des sites par catégorie. Je peux bloquer des sites par liste de domaines. Je peux bloquer des sites pour en fait apporter un minimum de sécurité sur mon tenant. D'accord? Donc ici, vous voyez, je peux faire ici mon filtering. Voilà, donc là, j'ai une règle ici, j'ai une policy, d'accord? Et cette policy, elle va être appliquée ici, donc sur des règles. Donc là, par exemple, j'ai bloqué, je sais même plus ce que j'ai bloqué pour être honnête. Voilà, j'ai bloqué tata.com, j'ai des sites sur l'alcool, et puis un autre, je crois, sur le sport, j'ai dû bloquer deux, trois conneries. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est tout ce que je peux faire avec le Internet Access. Alors que par exemple, vous prenez Zscaler, je peux faire du DLP sur la session, je peux faire bloquer le copier-coller sur des trucs ça, donc c'est quand même beaucoup plus poussé. Donc attendons, parce que Microsoft est en train d'arriver avec pas mal de nouveautés. Donc moi, mon message à tous mes clients, pour l'instant, ça ne sert à rien de partir en production avec l'Internet Access, parce que ce n'est pas assez mature. Attendons un petit peu, un an et demi, sachant qu'il y a des nouveautés que je vais vous montrer et la roadmap de Microsoft qui a publié lors des Ignite, qu'on va voir pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'ils nous concoctent pour le futur. Mais attention, pour le moment, c'est pas assez fluide encore. En tout cas, ça apporte pas la valeur que devrait apporter ce produit-là par rapport à un Zscaler. D'accord? C'est important. Donc l'autre suite, je reviens ici, comme je le disais, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Prenez en fonction de ce que vous voulez. Et du coup, ça revient à la question importante, c'est est-ce que du coup, le Microsoft Profile, qui est ici, est-ce qu'il est gratuit? Donc la réponse est oui. La réponse est oui, elle est gratuite. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais venir sur la partie Profile Policy, là, je peux montrer qu'est-ce qu'il utilise. Donc ça, c'est pour la partie Gaston. Gaston, donc là, j'ai toute la partie Exchange. Donc ça, c'est important parce que ça me permet d'accéder à Exchange sans pour autant me faire attaquer par tous les attaques que vous connaissez déjà. D'accord? Je peux faire du Skype, enfin, c'est du Teams derrière. Donc, il y a toute la partie Teams au niveau URL, surtout Link aussi, parce que ça a été gardé. Parce que vous avez toujours même Skype, parce que vous avez toujours en fait des URL en fait qui sont toujours accessibles, même s'ils sont plus là. Après, vous avez deux choses importantes, le bypass et le forward. Quand je suis en bypass, tout simplement, c'est que malgré que le profil me soit appliqué, je ne passe pas sur le tunnel Microsoft. Je passe sur du HTTPS classique et mes requêtes passent sur des routeurs publics qui sont routés sur du niveau 3, donc sur la couche réseau, d'accord, du modèle aussi. C'est-à-dire que mes paquets IP sont routés sur des routeurs publics. Si je fais forward, tout simplement, mes paquets IP sont forwardés sur les routeurs de Microsoft. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça la nuance, c'est très important. Et donc là, vous voyez que vous pouvez faire un peu du fine-tuning en fonction de ce que vous voulez. Vous avez vu, là, moi j'ai fait plusieurs tests, là, je fais plein de tests pour valider des trucs sur Fiddler. Donc c'est intéressant. D'accord? En tout cas, vous pouvez faire pas mal de choses. Et regardez ici, ce qui est intéressant, vous avez aussi là le mail protection.outlook.com. D'accord? Donc ça, pour vos SMTP, pour vos emails, pour les entrées des emails, pour la sortie des emails, tout ça, bien évidemment, passera aussi par le tunnel Microsoft si vous êtes en forward. Donc la protection email également arrive, plus bien évidemment la partie Defender. Mais là, on est vraiment au niveau de l'authentification et du flux d'authentification avec Entra ID. D'accord? Donc ça, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez l'appliquer. D'ailleurs, je crois que moi, ma machine, elle est toujours en Global Secure Access. Je vais vous montrer. Elle est toujours sur le profil ici. Donc là, vous voyez, j'ai mon tenant, etc. J'ai ma version. J'ai mon health check. Donc là, ces erreurs-là, j'ai fait normalement dans le bootcamp que j'ai organisé, parce que forcément j'ai fait beaucoup de deep dive, je vous ai montré comment faire en fait répondre un peu à quelques erreurs qui sont là, d'accord, sur tout ça, sur la partie A du Chrome. Donc ça c'est pour la partie DNS. Et ici vous voyez les profils. Pour le moment j'ai que le rôle 365 qui est activé, d'accord.
Et là, vous voyez que j'ai pas mal de URL qui passent en tunnel, mais j'ai d'autres URL par contre qui sont en bypass. D'accord? Ça veut dire qu'ils ne passent pas sur le tunnel Microsoft, tout simplement. Donc après, c'est en fonction, bien sûr, de vous, de ce que vous voulez faire, etc. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que ici, je vais pouvoir donc faire aussi des collectes de logs pour pouvoir les analyser et voir un petit peu ce qui se passe entre mes machines. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que du moment qu'il est open ici, toutes les attaques côté MFA à l'extérieur, bah, je suis protégé. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si j'ai pas la capacité d'avoir une FIDO, parce que FIDO vous protège contre les ITM attaques, bah, vous allez pouvoir être, on va dire, protégé par ce système-là, qui est donc le Global Secure Access Microsoft Traffic Profile, uniquement. D'accord? Et il est gratos. Et puis, vous avez la partie Private Access, j'en parlerai juste après. Donc, compris. Et donc, du coup, si je reviens sur les licences rapidement, soit vous prenez les licences autonomes en fonction de ce que vous voulez, soit bah, vous avez assez d'argent parce que vous avez besoin de tout, plus la partie Governance Identity. Là, effectivement, bah, vaut mieux prendre la suite complète, ici. D'accord? Alors, attention par contre, très important, je le mets dans mon schéma, je reviens ici, vous avez un prérequis quand même. Si vous voulez de l'Entra Suite, il vous faut minimum Entra ID P1 sur le Canute. Donc, soit vous avez une Business Premium, soit vous avez une E3, soit vous avez une E5 avec Identity, avec Azure AD P1 ou Entra ID P1. Par contre, si vous avez du free, c'est pas possible, ça ne marchera pas. P2, forcément, ça va marcher parce que c'est le minimum CP1. Par contre, si vous êtes par exemple sur des licences standards où vous avez que de l'Azure AD Free, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas bénéficier, en tout cas, vous ne pourrez pas acheter l'Entra Suite. Donc, important quand même à retenir. Et d'ailleurs, en fait, la personne de Microsoft, là, Arun, il l'a mis à disposition ici. Donc, vous l'avez ici dans la partie Entra. Et vous avez l'Entra Suite qui est couverte ici. D'accord? Je vous mets le lien ici, au cas où, pour ceux que ça intéresse. D'accord? Donc, en général, on va parler d'Entra et les licences pour la partie IAM que vous connaissez, Entra ID 1, plan 1 et plan 2, ça ne bouge pas. C'est toujours la même chose. Okay, donc c'est très important à bien faire le distinguo, s'il vous plaît, des deux, pour que vous puissiez forcément proposer les meilleures pratiques à vos clients. Ok? Donc, ce que je le disais tout à l'heure, donc les nouveautés qu'on va avoir sur la partie Internet Access, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. On a la partie CAE qui va intervenir sur la partie Internet Access. CAE, c'est la vérification en temps réel avec les conditional access. C'est-à-dire s'il y a un changement de contexte, ou surtout un changement d'IP source, je vais pouvoir déclencher mes options automatiquement. D'accord? Par contre, et aussi vous avez, ça c'est en privé de preview, donc ça a été annoncé, vous avez la partie TLS inspection. Donc, vous allez pouvoir faire des inspections TLS, donc HTTPS, au niveau SSL plutôt, au niveau des URL, des full URL. Ça dépend des besoins, mais maintenant, ça a été demandé à Microsoft, donc ils sont en train de le développer. Pour l'instant, c'est à peu près les nouveautés qu'on a. Alors, bien sûr, on a plein de nouveautés NDA que je ne peux pas vous communiquer forcément. Donc, soyez rassurés, il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver, ça peut être intéressant. Alors, E3 n'intègre pas P1. Si tu as M365 E3, normalement, dites-moi si je me trompe, je ne me rappelle plus, mais M365 E3, normalement, intègre P1. Il me semble, je ne sais plus honnêtement. Par contre, Office 365 E3 n'intègre pas P1. Exactement. Pourquoi? Parce que dans M365 E3, anciennement, vous vous rappelez, c'était EMS plus Windows plus Office 365. D'accord? Et là, ça intègre P1. Donc, M365, je vais le mettre là parce qu'effectivement, M365 E3, c'est bien P1. Par contre, Office 365 E3, là, je te confirme, tu n'as pas de P1. Ça, c'est sûr. Ensuite, dans la nouveauté des Private Access, vous avez quand même des nouveautés qui sont intéressantes, ce qu'on appelle le App Discovery. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, s'ils l'ont déjà déployé ou pas en production. Quand vous allez sur la partie App Discovery ici, bon, moi, je n'ai pas grand-chose, mais en fait, ça vous permet de rassembler toutes les applications que vous avez et de faire un seul segment et de les publier de manière très rapidement.
au niveau des applications. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je suis désolé pour ceux qui savent pas de quoi je parle. Si c'est du chinois, je suis désolé parce que là, on est vraiment sur des trucs. C'est vrai qu'on est un peu sur des trucs c'est vraiment de l'infra. Hein. Là, on n'est même pas sur de la sécu. C'est vraiment de l'infra. Mais voilà. Soit vous avez le Quick Access que vous connaissez depuis toujours, où là, vous allez définir, comme moi je l'ai fait ici, vos segments. Donc là, par exemple, j'ai publié le 10.00.20 en 33.89 sur du RDP à l'extérieur. Mais là, il est pas visible de l'Internet. Ça, c'est important. Et je peux faire du private DNS. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je suis en mesure, du coup, de faire appeler donc mes applications par leur nom, par la FQDN, depuis l'extérieur. Parce que justement, j'ai mis mon private DNS ici, qui est mon DNS donc, qui est intégré à mon Active Directory. D'accord? Donc aussi, ça, c'est intéressant en fonction de ce que vous voulez. OK? Et donc l'autre nouveauté aussi, c'est le private DNS donc, qui est là. Et l'autre nouveauté, c'est le connector space, c'est-à-dire le connector marketplace, pardon. C'est que vous avez la possibilité depuis Azure de déployer directement la partie, comment on appelle ça, la partie connecteur qui permet donc justement de faire du ZTNA en privé. Donc le connecteur, il est là, je vais vous montrer. Donc en fait, vous pouvez aller dans la partie Enterprise App. Donc là, vous voyez que je peux créer des applications pareil en fonction de ce que je veux, en fonction des segments. D'accord. Donc là, par exemple, si je veux en créer une, et là, je rajoute mon segment. Et là, mon segment, je peux mettre des IP, je peux mettre des FQDN, je peux mettre un peu ce que je veux. D'accord. Et là, par exemple, je peux l'appeler segment RH. Et dans le segment RH, c'est toutes les applications des RH. Je peux faire un segment, par exemple, marketing, et dedans, il y aura toutes les applications du marketing. Et ensuite, je vais les affecter à des groupes. Et ce qui fait que les gens qui font partie des groupes particuliers, ils vont pouvoir accéder à ces segments-là. C'est aussi simple que ça. Après, je peux faire des groupes dynamiques pour aller un peu plus vite, etc., etc. Mais vous avez compris l'idée. D'accord? Je peux aussi faire, bon ça c'est un peu plus délicat, je peux faire ce qu'on appelle du remote network, c'est-à-dire qu'au lieu d'installer cet agent, vous voyez ici, sur ma machine pour faire du Global Secure Access, je peux déclarer mon internet, je peux déclarer mon site avec son IP de sortie en tant que Global Secure Access avec tout simplement du BGP. D'accord. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai fait un lien avec du BGP local adresse, du BGP, du BGP, on va dire destination, et surtout faire du routage entre ce qu'on appelle des ACN. D'accord. Donc des systèmes autonomes. Donc, je vous rappelle, BGP, ça permet de faire du protocole entre différentes AS, donc entre différents systèmes autonomes. Donc c'est un protocole de type externe, à contrario des protocoles de routage internes, pour ceux qui connaissent, comme OSPF, UIGRP ou RIP, donc RIP V2, eux, ce sont des protocoles de type interne de routage. Là, on est sur de l'externe, c'est-à-dire que j'ai un AS différent d'un autre et je vais devoir faire la communication entre eux. D'accord. D'où la notion ici de BGP. Donc là, dans le link, ici, limitation sur le trafic BGP, c'est-à-dire une limitation, à quel sens? Donc là, vous voyez que je peux mettre n'importe quel système que j'ai. Donc par exemple, j'ai du Citrix, du Fortanix, de l'Aruba, VMware SD-WAN, ça marche aussi. J'ai aussi Aruba, j'ai beaucoup de clients Aruba, etc., etc. Alors les limitations, honnêtement, je les connais pas par cœur, mais en fait, ça dépend. Donc là, tu as la capacité de la bandwidth, mais par contre, la limitation par mois, je ne sais pas s'il y a une affirmation ou pas, mais je ne sais pas s'il y a une limitation. En fait, après, ça dépend de ta sortie derrière. Ça dépend de ta sortie internet, de ce que tu fais. Par exemple, si tu passes par une gateway, tu vas être limité par les gateways Microsoft. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu triché. C'est qu'en fait, j'ai simulé une gateway dans Azure, qui est en fait un système autonome. Je l'ai appelé USA, etc. Par contre, ici, si tu viens ici et que, tu me rajoutes en fonction, par exemple, tu as un Meraki, derrière, en fait, forcément, là, tu vas faire de la redondance ou pas, ça dépend. Après, en fait, ça va dépendre de ta capacité à toi derrière. Mais je ne sais pas si Microsoft limite par mois, je ne pense pas, honnêtement. Alors, pour être honnête, après ça, je ne l'ai jamais vu en prod, cela dit. Ce que j'ai vu en prod, c'est le client GSA. Par contre, le prod en remote network, je pense que c'est que aux USA que c'est utilisé ce truc. Moi, en tout cas, de mes clients, je ne l'ai jamais vu. D'ailleurs, dites-moi dans les échanges, est-ce que vous l'avez déjà utilisé, le remote network, comme ça, en production? Je ne sais pas si vous avez un retour d'expérience, ça serait cool d'en avoir. Moi, je l'ai fait que en test, mais je ne l'ai jamais vu en production. Okay.
Donc là, on parle réseau en plus, donc j'ai peur de perdre tout le monde. Ah, je vois pas ce que tu dis, Fred. Ah, t'as envoyé un lien, je pense. J'ai pas vu ce que tu disais. Attends. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Bah, c'est bien, Copilot, au moins, il donne, il donne les bonnes réponses. Alex, regarde, je suis un client en prendre en ce moment. Ouais, ça c'est cool si vous avez un retour d'expérience, parce que moi j'ai pas de use case, en tout cas client, pour faire le remote network. J'aimerais bien en avoir un, pour être honnête, pour le mettre en place, mais pour le moment non, j'en ai pas. Donc j'ai fait plutôt du test avec Azure, mais ça marche très bien, parce que c'est la même chose, hein. Mais voilà, pour le moment j'en ai pas. Donc voilà. Et puis après, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre par rapport à ça? La partie, on va dire, Private Connector, c'est celle-là, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui fait que ça marche, hein? Qu'est-ce qui fait que je peux en fait accéder à une application depuis l'intérieur, depuis l'externe, en interne, sans pouvoir la publier, c'est-à-dire sans pouvoir faire du NAT et du PAT et toutes ces conneries? C'est ce truc-là. Donc, c'est mon connecteur, d'accord? Et ce connecteur-là, c'est lui qui va faire office de proxy entre mes applications on-prem et l'authentification à Entra ID. Okay. Alors, normalement, en termes de best practice, parce que là, pour le coup, moi, j'ai beaucoup d'expérience là-dessus, c'est qu'on peut monter des groupes de connecteurs, d'accord, et en fonction, par exemple, des places géographiques ou des choses comme ça. Vous voyez, Europe, Nostra-America, etc. Pour essayer d'avoir plus de réduire la latence et pour pouvoir avoir plus de performance pour accéder aux applications, etc. Donc, on peut vraiment mettre en place des choses assez intéressantes et surtout assez poussées avec ce type d'architecture. D'accord ? Quand vous avez des clients multi-géo, n'allez pas me créer juste un connecteur, par exemple en Europe, alors que vous avez des gens aux USA. Là, ça va vraiment pas le faire. Là, en termes de pertes, vous allez le voir tout de suite. En général, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en déployer au moins 2 voire 3 par région, et ensuite vous faites des groupes et vous redirigez les users en fonction de leur groupe. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Ok. Ensuite, ça, c'est un slide de Microsoft Ignite 2024 que j'ai voulu remettre ici. Ça, c'est un petit peu ce qu'ils sont en train de nous sortir côté, comment dirais-je, côté GSA, d'accord, donc qui va arriver. Donc là, par exemple, on a, je sais qu'on peut l'installer sur Mac puisque je l'ai testé, mais c'est encore en preview, donc il y a pas mal de choses qui vont arriver de manière automatisée. Et surtout, on a encore du SD-WAN avec plein de partnerships qui vont arriver avec d'autres SASI. Ça, c'est bien, parce que j'ai un client qui me le demande aussi, donc c'est important. Et puis, on peut aussi, vous voyez, c'est là que ça devient intéressant, 25+, on va voir, c'est là qu'ils sont en train de mettre en place du Cloud Firewall, de la intrusion prevention, de l'anti-malware dans leur GSA. Et une fois qu'on aura tout ça, je peux vous dire qu'on sera bien complet pour faire une étude, par exemple Zscaler versus GSA. Honnêtement, aujourd'hui, ne la faites pas, ça sert à rien. Au niveau du mapping, on n'y arrive pas encore à faire tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que avec Azure AD seulement, non hybride, on peut utiliser des connecteurs pour une application déployée en cloud avec Azure AD seulement? Ouais, mais il te faut quand même une identité on-prem aussi pour accéder à ton app. Par contre, tu peux accéder à une application. Je pense que ça peut marcher. Oui, ça peut marcher. Ça peut marcher parce que il n'y a pas de lien avec l'AD là-dedans. Tu vois. Donc, parce que c'est comme, normalement, vous avez dû connaître le app proxy, le Azure AD application proxy. C'est la même chose en fait, hein. Sauf que là, on passe par le GSA. Mais l'app proxy, pour rappel, c'était une solution qui permettait tout simplement de publier des applications sur le net sans les publier sur le firewall dans une DMZ, etc. D'accord ? Donc c'était surtout ça qui était demandé. Ok, ça marche. Donc ensuite, quelques news intéressantes que je voulais partager avec vous, notamment la dernière version de la Deconnect au niveau de l'Entra Deconnect. Ce qui est intéressant maintenant, vous savez, hein, donc là, il y a la version qui est sortie il n'y a pas longtemps, on va pouvoir faire pas mal de choses, notamment quelque chose qui me manquait énormément, et d'ailleurs ça avait été demandé par pas mal de clients, et c'est pour ça que Microsoft l'a mis en place, parce que
pour la petite histoire, c'est que ils travaillaient dessus déjà depuis longtemps, et puis on savait qu'ils allaient la sortir. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ah oui, ça, on ne sait pas, honnêtement. J'ai eu pas mal de gens qui me l'ont demandé. Les processus ARM pour la partie GSA, on ne sait pas encore. Donc oui, effectivement, le software GSA ne marche pas sur les PC ARM aujourd'hui. D'accord? Donc voilà. Alors, si je comprends bien, GSA, c'est top pour les legacy, Kerberos, si j'ai bien compris. Alors non, GSA, c'est une multitude de fonctionnalités qui te permet d'accéder à Internet ou à des applications cloud ou à Microsoft Cloud au travers d'un tunnel, on va dire, encapsulé, sécurisé. Et ça te permet d'accéder aussi à des applications legacy, on-prem, depuis l'extérieur. C'est ça la définition du GSA. Et tout ça, quand vous faites une addition de tout ça, ça vous donne le ZTN1. Grosso modo, c'est ça. Donc, par contre, Jean-Baptiste, du coup, par rapport à ta question qui est intéressante, pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Je peux te dire que j'ai plein de clients qui râlent parce qu'ils se sont aventurés à acheter des PC ARM. Hein. Moi, honnêtement, ça, c'est ma vision des choses, encore une fois. Ouais, en bénéficiant forcément de l'entrée ID, les conditional access. C'est exactement ça, Mohamed. Moi, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour moi, l'ARM, je ne l'achèterai pas pour tout de suite. Hein. Donc, ah oui, bah mince alors. Ouais, ah dommage. Ouais. Depuis 6 mois en plus. Ouais. ARM, pour moi, c'est pas quelque chose qui. Non, ça m'intéresse pas pour le moment. Parce qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas. J'ai plein de cas clients où l'ARM, malheureusement, c'est compliqué. Donc, je préfère attendre que l'ARM soit bien utilisé partout. Et là, effectivement, j'achèterai un PC ARM. Mais pour le moment, voilà. On a donc, comme je vous l'ai dit, la partie audit entra, on en parlera après. On a le Bulk User Operation. Ça, c'est intéressant, parce que ça, je l'avais poké aussi. C'est ce truc-là. Je sais que c'est paraît con, hein, mais avant, on ne pouvait pas le faire. Et donc là, vous pouvez faire du bulk directement au niveau de vos users pour faire un revoke session, par exemple. Rien que ça aide le support à faire quand même pas mal de choses intéressantes, d'accord? Donc au niveau d'ailleurs, je crois que je me suis révoqué. Je ne sais pas si c'était ce compte-là ou pas. Voilà, vous voyez ici, je me suis révoqué directement. Ça, c'est intéressant, d'accord? C'est intéressant parce que ça permet surtout d'aider les utilisateurs donc, qui font du niveau 1, niveau 2, qui vont venir rajouter des informations, etc. sur Entra ID, de faire du bulk operation, d'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Par exemple aussi, tu vois, j'en prends 3 à 4 ici. Et puis là, je vais pouvoir venir rajouter, d'ailleurs, on me l'avait déjà demandé, le manager, le sponsor, les groupes surtout, vous voyez, directement, add to group. Et là, je vais venir choisir mon groupe, directement, ok. Je vais pouvoir aussi faire la partie admin unit. Ça, j'en parlerai dans un prochain webinar, parce que je suis en train de faire du hardening pour les break-glass accounts. Frédéric, sait de quoi je parle. C'est quelque chose d'intéressant. On peut faire beaucoup de sécu avec les administrative units. Et donc là, vous pouvez aussi rajouter des gens automatiquement dedans. Donc bref, tout ça pour dire, vous pouvez faire du bulk, vous pouvez éditer les properties. Vous voyez ici, par exemple, voilà, là, Madrid, forcément. Et donc là, du coup, derrière, j'envoie on va dire la commande automatiquement sur tous les utilisateurs. Okay, en mode bulk. Exactement. Et d'ailleurs, hein, attention, ça n'existait pas avant. Donc du coup, il fallait le faire en PowerShell à chaque fois. Ou en graph si vous voulez le faire. Donc je trouve que c'est intéressant pour les admins. On a aussi le Real-Time Spray Detection. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est sorti il y a 1 mois. Mais je préférais en parler. Maintenant, le password spray est surveillé en real-time. C'est-à-dire que si vous vous amusez à utiliser les scripts GitHub pour faire du password spray sur un tenant Azure AD, vous allez être blacklisté directement. Enfin, vous allez être bloqué automatiquement. C'est vraiment du real-time. Alors qu'avant, on avait l'identity protection, ensuite on avait les alertes qui remontaient 1 heure, voire à 2 heures après. Après, on avait Defender, etc. Alors que là, c'est tout de suite, ça va vous aider tout de suite à faire ça. D'accord ? Ensuite, action intéressante, on a les protected actions pour la partie hard deletion. Donc les protected actions, pardon, c'était pas la belle fenêtre. Quand je vais venir ici dans Entra, dans la partie rôle administrateur et la partie protected action, vous avez ici la possibilité de faire la partie
Delete, ici, d'accord? Donc là, vous allez pouvoir, en fait, jouer. Donc là, par exemple, si j'en rajoute une là, je ne sais pas si j'avais fait ça ou pas, vous allez pouvoir jouer sur le hard delete. Je vais juste prendre celle qui existe déjà, ce sera plus simple. Si je l'avais fait ou pas. Ah non, je l'avais pas fait en fait. Okay. Bon, c'est quand tu veux. Est-ce que je vais faire ça? Attendez 2 secondes. Alors, en fait, ils étaient tous à T0, c'est pour ça. Donc, vous avez le hard delete qui est intéressant. D'accord? Donc, pour le hard delete, ça nous permet de protéger l'action. Parce qu'en fait, je les ai tous mis là. D'ailleurs, ça aussi, c'est un bug. Petite info, on ne peut pas faire le coche all. Donc, ça, du coup, c'est chiant. Par exemple, si je veux modifier, malheureusement, voilà, ça, c'est chiant. OK? Donc, je suis obligé de faire ça, remove. D'accord? Et du coup, si je reviens ici, si je prends celui-là, je la retrouve ici. D'accord? C'est pas encore au point au niveau admin, mais c'est quand même pas mal. Donc, juste pour info, le Protected Action, ça permet de protéger l'action et de faire de l'authentification du contexte sur cette action. Je m'explique. Si je vais effacer une conditional access, je considère que c'est une action critique, donc je vais protéger cette action. Donc, si tu veux effacer une conditional access, par exemple, je peux te dire que tu dois venir avec du FIDO2 ou autre chose, hein, ou une autre condition. D'accord? Donc c'est ça ce que ça veut dire. Donc là, du coup, on a rajouté le hard deletion et ça, c'est quand même pas mal. Pour donc la partie protected action. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Hein. C'est vraiment quelque chose qui marche bien. En fait, il faut déclarer un contexte. Une fois que vous avez déclaré votre contexte ici, pardon, une fois que vous avez déclaré ici, une fois que vous avez déclaré votre contexte, ici, donc là, moi j'en ai plein, j'ai fait plein de tests, etc. Mais par exemple un T0, un machin, etc. Après, dans vos CA, en fait, ici, il faut que je retrouve ma Protected Action. Je crois que j'en avais fait une là. Donc voilà, je peux prendre celle-là, par exemple. Et là-dedans, je lui dis, hein, je me base sur le contexte T0, d'accord? Et en fait, je le force, ici, à avoir une authentification de type T0. Et donc, c'est quoi cette authentification de type T0? Je vais juste revenir dans Security. Dans la partie Authentication Method, dans la partie Microsoft Change ici, et je vais retrouver mon authentification de type T0 que j'avais mis, je sais même plus ce que j'avais mis. Je crois que j'avais mis, j'avais fait plein de trucs, mais là, ce qui est intéressant, c'est que je peux venir ici, forcément l'éditer, et lui dire, vous avez compris l'idée, hein, d'accord? Ça, c'était justement pour mes tests, lui dire, tu fais que de la FIDO, d'accord? Ou du Certificate Based Authentication. D'ailleurs, ça, ceux qui ont suivi mes webinars, mes bootcamps, je vous ai montré comment faire l'authentification de base pour certificat. On avait généré le certificat et on avait mis en place tout ça, vous vous rappelez. Donc, je pourrais très bien dire ça. Je pourrais très bien dire que le PC doit forcément avoir un certificat pour pouvoir s'authentifier. Sinon, il ne peut pas marcher, par exemple. Okay. Donc, Protected Action, pensez-y, c'est vraiment pas mal aussi. On peut faire du tap maintenant pour les internal guests, les guests. Faire du temporary access password pour eux. Donc ça, c'est intéressant. Pour des use cases particuliers, bien évidemment. Comme je vous le disais, security pour Entra, donc copilot, pardon, security pour Entra, ça vous permet de bien gérer cette partie copilot. D'ailleurs, vous le voyez déjà ici. D'accord? Quand vous allez ici sur Azure, quand vous allez sur copilot, pour l'instant, c'est gratuit, hein, mais attention, à un moment donné, je pense qu'il y aura forcément une facturation quelque part. Donc, il y a l'intégration avec Copilot for Security. Je rappelle que Copilot for Security, si vous voulez vraiment l'utiliser, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. Honnêtement, je trouve que, d'ailleurs, c'est pas vraiment trop utilisé chez les clients parce que le prix, il est complètement délirant. Vous devez minimum payer 3 ou 4 000 balles par mois pour lancer une instance. Si vous en lancez 2, on est à plus de 8 000. Après, il y a toutes les actions, tous les calls, tous les prompts que vous allez faire sur la partie SecOps et à chaque fois, vous payez. Honnêtement, c'est extrêmement cher et j'ai peu de clients, honnêtement, qui l'utilisent aujourd'hui, hein, pour être honnête. Je ne sais pas vous si vous avez un retour là-dessus, mais moi, j'ai pas beaucoup de clients qui l'utilisent. Et vous avez maintenant aussi le PIM dans le Azure Airback en GA. Enfin, intéressant.
c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du PIM, enfin c'était en GA avant bien sûr, mais là c'est dans le airbag Azure. Quand vous allez mettre vos airbags, ça va vous demander automatiquement dans la petite interface, est-ce que vous voulez faire du permanent et est-ce que vous voulez faire du just-in-time access avec les airbags que vous voulez. Et ça c'est intéressant, parce que du coup je vais pouvoir avoir en fait un truc homogène entre mon Entra ID sur la partie authentification Azure classique, et je vais pouvoir aussi avoir mes droits airbag just-in-time access sur la partie Azure. D'accord. Donc du coup, ça me permet d'avoir en fait une unification de tout ça au niveau de mes droits, et c'est vraiment pas mal aussi. Qu'est-ce qui est pas cher chez Microsoft? Ouais, bah, je sais pas ce qui est pas cher chez Microsoft, j'avoue, mais c'est vrai qu'honnêtement, il est le Copilot for Security. Moi, j'étais vachement emballé pour le tester, pour aller le vendre chez des clients. Je peux vous dire que c'est extrêmement cher, extrêmement cher. Donc voilà. Alors, pour la partie auditing, sachez que sur la partie Entra ID Connect, vous pouvez les désactiver. Hein. Donc ici, les logs, d'accord. Ce qui est intéressant, vous pouvez le faire en PowerShell ou en interface graphique. Et vous avez ici tous les Event ID. Vous voyez, par exemple, quand quelqu'un va updater ou rajouter un directory, on a l'ID 2503 qui va arriver. D'accord. Si vous créez, par exemple, vous désactivez ou vous activez le PHS, on a le truc 2506 qui va apparaître automatiquement. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça, moi, je les mets dans Azure Monitor. Et avec Azure Monitor, derrière, bah, je vais pouvoir après connecter tout ça dans Sentinel, remonter tout ça dans Sentinel, et derrière, je vais faire mes playbooks automatisés, par exemple. D'accord. Ou si j'ai un SOC avec, je sais pas moi, par exemple Splunk, bah, je vais pouvoir faire remonter tout cela dans Splunk, et derrière, dans Splunk, je vais trigger tout ça, et faire donc des calls automatisés quand je rencontre un événement. Donc, dès que j'ai un trigger, je sais pas moi, le 2506, 2508, bah, ça va automatiquement générer une alerte, envoyer un SMS. Une bière avec un MVP. Effectivement, la bière avec un MVP n'est pas chère. Bon, je bois pas d'alcool, mais ravi d'échanger un verre avec vous, il n'y a pas de souci. Ouais, j'allais en parler justement, Jean-François, c'est bien, tu m'as devancé. J'en parlerai juste après, justement, de la QR Code Authentication, et surtout à ne pas confondre, enfin, il ne faut pas trop se mélanger, parce que j'ai beaucoup de gens aussi qui me parlent de ça, qui se mélangent de ça. Mais voilà. Et puis, vous avez surtout aussi, par exemple, si vous changez, surtout, je suis en train de chercher le truc, voilà, le 2512, les mecs, ça, c'est hyper important. Je préfère un petit peu passer un peu plus de temps dessus. Le 2512, c'est si les gens vous changent d'OU, vous décochent des OU, dans la synchronisation. Bah forcément, ça va faire quoi? Ça va désynchroniser les users, ça va les mettre dans la corbeille. Et en un instant, ils ne pourront pas s'authentifier ni accéder au service 365. Donc faites très attention. Donc c'est pour ça que Microsoft a rajouté ça pour les admins. D'accord? Donc d'ailleurs, avant d'y aller plus loin, effectivement, on parle d'AD Connect, oui, exactement. On parle de l'AD Connect. Avec la nouvelle version, tu as la possibilité d'avoir ces logs dans les journaux d'événements de Windows et de les faire remonter dans Azure Monitor, dans Sentinel ou dans un autre truc. Okay. Chose qu'on n'avait pas avant, malheureusement, et qui était demandée depuis très longtemps. Si je vais sur là maintenant un utilisateur, je vais vous montrer un truc. Je prends celui-là. Ceux qui font mes bootcamps, ils connaissent très bien cet utilisateur normalement. C'est quand il veut, ok. Vous avez vu ici, on a ce truc-là, QR code. D'accord. Donc là, je vais pouvoir générer un QR code. Je vais pouvoir dire est-ce que je l'active maintenant ou plus tard, donc en différé. D'accord. Et je vais pouvoir aussi faire rentrer un code PIN, générer un code PIN. D'accord. Donc, si je vais sur la doc Microsoft, parce que c'est ça qui est important. Ah, pardon. Je vais essayer de dire. Je vais essayer de retrouver la doc, j'avais retrouvé un article intéressant de Microsoft justement. Méthode. Je pense qu'il va pas me retrouver pour le moment. Mais en gros, en fait, cette nouveauté, elle fonctionne, elle est surtout pour des use cases très particuliers,
comme pour les frontline workers, c'est-à-dire les gens dans des usines qui n'ont pas la possibilité d'avoir une clé FIDO, par exemple, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un téléphone d'entreprise pour faire du MFA. Donc, on les fait authentifier avec un QR code. Donc, ça veut dire qu'ils vont s'authentifier avec un QR code tout simplement. D'accord? Donc là, par exemple, je peux faire ça. Donc là, je l'ai fait sur lui. D'accord? Donc là, je peux downloader l'image. Ouais, et en fait, là, vous voyez, pour l'instant, ils n'ont pas bien sécurisé. Normalement, ça va dans un key vault, ça va un machin. Donc, en fait, là, machin ici, puis après, vous l'envoyez à l'utilisateur directement. Mais pour le moment, encore une fois, il ne faut pas se dire, ah bah tiens, je peux m'authentifier par QR code, c'est super, donc je vais le faire, et puis comme ça, j'ai pas de MFA, machin, etc. C'est vraiment pour les frontline workers, en fait, c'est des gens, par exemple, comme je vous l'ai dit, qui ont des use cases particuliers. Je pense à un collègue qui est connecté, je crois, mais je ne sais pas s'il est toujours là ou pas. J'ai vu son prénom. Attendez, je regarde, parce que c'est une personne avec qui je travaille. Mais je pense qu'il est parti. Je pense qu'il est parti. Je vais faire une recherche. En fait, je ne sais pas si c'était encore là, Edwin, ou pas, mais je pense qu'il est parti, Edwin. Donc, c'est une personne avec qui je bosse, et on a eu, donc en production, hein, et on a eu des cas où le MFA, on ne pouvait pas le mettre en place. Parce que pour des raisons légales, pour des raisons ce que vous voulez, les collaborateurs ne souhaitaient pas installer authenticateur sur leur téléphone, les collaborateurs ne souhaitaient pas recevoir de SMS sur leur téléphone, parce que Microsoft c'est mal, donc il fallait trouver une solution. La seule solution qu'on a trouvée, c'est des clés, donc on a acheté ça. Pour ceux qui connaissent, je leur ai fait acheter ça. C'est une petite carte, donc c'est des clés, en fait, c'est des tokens classiques. Voilà, celle-ci. Bon, il y en a, on a acheté du FIDO, mais pour que ça coûte pas très cher, c'est vraiment pas cher. On a acheté cette petite carte ODP, alors c'est l'ancien monde, mais au moins ça marche. Vous l'intégrez dans Azure AD et vous avez un OTP pour pouvoir vous authentifier en MFA sans téléphone, sans SMS, etc. Parce que malheureusement, ce client, voilà, c'était comme ça, c'était les directives, il y avait les syndicats, etc. En fait, la directive, c'était soit vous nous donnez un téléphone d'entreprise, et dans ce cas-là, on installe l'application Authenticator et on fait le MFA comme vous voulez. Si vous ne nous le donnez pas, ben malheureusement, on n'utilisera pas ce que vous voulez. Voilà, c'est comme ça. Ouais, mais bien sûr, il faut gérer la gestion des tokens, mais au-delà de ça, il faut gérer aussi le renouvellement des tokens, il faut gérer la distribution du token. Quand tu as un utilisateur qui est à l'autre bout et qui fait que du télétravail, il faut lui envoyer. Quand il va le perdre, il faut le resetter, etc. Enfin, c'est quand même un bordel monstre, hein, pour être honnête, mais malheureusement, on n'avait pas le choix. Donc, du coup, voilà. Maintenant, si je suis client, j'aimerais bien tester justement. Eh oui, les humains, une espèce fascinante, exactement, Mohamed, je ne pouvais pas dire mieux. Oui, c'est ça. En fait, justement, j'allais revenir à ce que tu dis, Jeff. C'est qu'en fait, c'est un peu paradoxal parce que ce truc-là, moi, je déteste le QR code, mais ce truc-là, le problème, c'est que, vous savez, hein, on a du Q-phishing aujourd'hui. On a beaucoup d'attaques par QR code. Et la plupart des anti-spam ne sont pas capables malheureusement, de détecter ça. Et du coup, si vous faites ça, ce qui fait que l'utilisateur, il est un peu perdu. On lui dit, fais gaffe au QR phishing, et puis on lui donne des authentifications par QR. Donc honnêtement, bon, moi je suis un peu partagé. Pour l'instant, je ne l'ai pas trop utilisé. C'est pas quelque chose que, honnêtement, je vais prôner chez les clients. Je vais tester chez un client parce que on a vraiment un use case particulier. Mais honnêtement, voilà. En tout cas, ça a le mérite d'être là. Ça existe. Et puis voilà. C'est en preview pour le moment. On va voir ce que Microsoft nous concocte là-dessus. Est-ce que ça va être un truc sérieux? Est-ce que ça va être un truc modifié? Honnêtement, je ne sais pas. D'ailleurs, vous venez ici, hein, bien évidemment, vous connaissez la musique. Hein. Vous allez dans Authentication Method, QR code ici. Vous faites Enable, vous l'activez en fonction des users, bien évidemment. Dans la configuration, vous pouvez choisir, bien sûr, les options prédéfinies. D'accord. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même un lifetime. D'accord. Bon, c'est quand même pas mal, heureusement, c'est un peu comme le tap, mais encore une fois, c'est l'action qui me dérange. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, si il a l'habitude de scanner plein de QR codes à chaque fois, bah, le jour où il reçoit un Q-phishing, peut-être qu'il va aussi le scanner. Eh oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où ça me pose un petit peu problème sur plutôt, en fait, ça me pose problème sur l'accompagnement des utilisateurs et sur le change management que je vais devoir mettre en place chez mes clients. C'est ça qui est important. Parce que je vous rappelle un truc, hein, la sécurité, l'identité, c'est user-centric. Vous ne pouvez pas faire de sécurité sans vos utilisateurs. Et vos utilisateurs sont le pilier de votre sécurité. Si vous les perdez, vous perdez tout. C'est aussi simple que ça. Bah oui, oui, ça, tu tentes aussi sur Azure AD, quoi, en fait, Fred, directement. Donc voilà, vous avez ce petit truc-là. Je vous mets la capture ici. À tester aussi si vous voulez tester et vous verrez un petit peu ce que ça donne. Donc là, moi d'ailleurs, je vais l'activer parce que je l'avais activé, puis désactivé, réactivé, et puis je retesterai, puis je verrai, on en reparlera. Mais grosso modo, voilà. D'ailleurs, le Certificate Based Authentication, ça, j'en ai déjà parlé. Je vous l'ai montré, je vous ai montré comment ça marche. Et rappelez-vous, je vous ai montré comment faire le binding et surtout comment rajouter le certificat pour pouvoir s'authentifier à Azure AD. Ça, c'est pas mal, mais c'est pareil. Il faut gérer la révocation et la CRL des certificats. Donc, c'est toujours pareil, ça me pose problème. OK. Hop. Et donc, du coup, un peu de, on va dire, nouveauté que j'aimerais apporter là sur la partie conditional access au niveau de ce qu'on appelle les personas. D'accord. En fait, grosso modo, quand vous faites votre modèle de on va dire, de conditional access ou même un modèle d'authentification plutôt. Moi, je vais plutôt appeler ça un modèle d'authentification. Il faut toujours avoir l'idée en tête que vous avez différents profils qui vont venir consommer l'application. D'accord? Donc, vous avez les privilèges accounts, les standard accounts, vous avez les guests et vous avez les workload identities. Grosso modo, c'est ça que vous avez à voir. Après, dans les standard accounts, bah, vous allez avoir plein de déclinaisons. D'accord? Vous allez avoir des personas métiers, des personas IT, enfin, un peu ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de comprendre la structure du truc. Donc, on a la partie privilège account, les standard accounts et les guests et les workloads. Comment on les identifie? Par ces simples questions. Ici. Le type de compte, la source, l'authentification et la station PO. D'accord? Ça, c'est important, c'est-à-dire s'authentifier uniquement depuis une station PO, bien évidemment. Le standard user, bah lui, bah pareil, hein, il a pas, c'est la même chose, c'est la même question, il n'a pas de privilège. Il est signé depuis l'AD ou depuis Entra si vous n'avez pas d'hybridation. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de clients qui migrent sur du full Entra, et c'est très bien. Après, bah, on fait de l'O2, de l'OpenID Connect, plus du MFA classiquement, il n'y a pas de souci. Et puis après, on a les machines hybridées ou une machine depuis Intune. D'accord. Pour les guests, c'est plus ou moins la même chose. Ce sont des guests en général, enfin, ce sont des comptes, pardon, qui sont externes, qui viennent de sources externes, c'est-à-dire qui viennent d'un autre environnement extérieur à mon tenant et qui font aussi l'OpenID Connect, etc. Plus, n'oubliez pas le Thermofuse. Ceux qui ont fait le bootcamp avec moi savent de quoi je parle. Et en général, le device, il est external. D'accord? Donc, du coup, quand il est external, ce qu'on peut faire ici, donc en termes de hardening, parce que c'est ça qui est important ici, en termes de hardening, c'est que je vais pouvoir ici leur dire sur la partie entrée chez moi, par exemple ici, je vais pouvoir venir ici, lui dire OK, je veux venir chez moi, il n'y a pas de souci. Je te demande donc le MFA. Donc d'ailleurs, quand vous cochez ça, ce qui se passe, c'est que quand il va venir se connecter la première fois, il va être prompté pour le MFA. Ça va lui demander son token à lui, c'est-à-dire qu'il ne sera pas obligé de refaire un autre token chez moi. Ça, c'est intéressant aussi. Bien sûr, il faut qu'il ait Azure Active Directory. Parce que ça s'adresse uniquement aux gens qui ont Entra ID de l'autre côté. On a le Trust Compliant. Donc, ça veut dire que je lui demande de venir avec un claim où dedans, il y a marqué Device égale Compliant, grosso modo dans son token, dans son access token. Et je lui demande aussi de venir avec un Entra Hybrid Join. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais ça, le partenaire avec qui je travaille, il doit avoir forcément un tenant Entra ID, il doit avoir du MFA mis en place pour les users, il doit avoir une machine compliant Intune, parce que ça c'est la compliance Intune, et il doit aussi avoir un état d'hybridation sur ces machines. S'il n'a pas ces trois conditions, en plus c'est des comment dirais-je, ce sont des conditions qui sont implicites.
C'est au niveau du conditional access derrière. C'est-à-dire, s'il y en a une qui ne répond pas, terminé, je bloque. Donc, si je demande ça, c'est pas un ou, hein, d'accord? C'est vraiment une somme. Et donc, derrière, je vais pouvoir lui dire, bah, si tu veux te connecter chez moi, voici mes points de contrôle. Alors, attention, c'est quand même chaud. Pourquoi? Parce qu'en général, bah, les clients en face, par exemple, ils n'ont pas de hybrid join, ou les clients en face, ils vont vous dire oui, j'ai de l'Intune, mais tout mon parc n'est pas compliant parce que j'ai des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, et il manquerait plus que ce soit une peau, et là, on a fini. Exactement, Mohamed. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez, à la source, faire votre zero trust. Par contre, ce qui est intéressant, moi, je pense, à mon sens, c'est au moins de cocher ça. La partie conditional access, pardon, c'est au moins de cocher le MFA uniquement à la source, donc dans les claims, c'est-à-dire que dans les claims de l'authentification au niveau de mon access token, je vais lui dire, écoute, moi je veux que tu viennes avec ton token MFA à toi. Comme ça t'évite en plus de t'enregistrer chez moi. D'accord? Après, je peux très bien être un peu plus virulent et lui dire que dans le claim, tu viens aussi avec un device compliant. Mais ça, il va falloir se mettre d'accord avec le partenaire en face et vérifier qu'il a bien évidemment la configuration nécessaire. Hein. Vous n'allez pas le faire s'il l'a pas. Vous voyez ce que je veux dire, les gars. Donc, faites très attention à ce point-là quand vous faites votre, on va dire, votre hardening avec les guests. D'accord? Donc, ça rejoint à ce que je disais ici. Les workload identity, donc c'est un autre type de persona qui est extrêmement important et extrêmement sensible, et il faut faire très attention quand vous déployez ça. C'est comme vous le savez, merci Microsoft, avant c'était gratuit, maintenant pour protéger les workload identities, il faut payer en plus, d'accord? Là, je vous rappelle, hein, quand vous allez ici, en fait avant c'était gratuit, et malheureusement, du jour au lendemain, Microsoft a dit en fait c'est payant. Donc, si vous faites Conditional Access Workload Identities, en fait, bah, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont gratuites, mais pas tout. Donc là, on va reprendre ici. Je vais juste aller. Laissez-moi. Il faut juste que je retrouve le. Ouais, je sais que c'est abusé, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. Voilà, je crois que c'est le premium. Pourquoi il m'a connecté là? Donc avant, c'était gratuit. Hein. Je pouvais faire des applications, des conditional access directement sur mes workload identities. D'accord? Mais malheureusement, maintenant, il me faut comment dirais-je? Il me faut maintenant, en fait, une licence spécifique pour pouvoir le faire. Et c'est une licence par workload. Hein. Donc si vous en avez 40, ben, il faut mettre les 40. Donc, je vous mets le lien ici, pour ceux que ça intéresse. Donc ça, je suis vraiment dégoûté. Pourquoi je suis dégoûté? Parce que pour être honnête avec vous, du coup, la plupart des clients ne le prennent pas parce qu'ils ont trop de workload et au final, du coup, bah, c'est pas vraiment protégé et ça me saoule parce que du coup, bah, le modèle Zero Trust, j'arrive pas à aller jusqu'au bout sur cette partie-là sur certains clients. Heureusement, la plupart de mes clients, on arrive à le faire, c'est pas un problème. Par contre, sur ce truc-là, c'est vraiment, vraiment dommage et du coup, ça peut faire des trous de sécurité, effectivement. D'accord. Donc, du coup, bah, forcément, voilà. Il faut une licence. D'ailleurs, il faudra que je regarde le prix. Je ne sais plus le prix, combien ça coûtait, cela dit. Je ne sais plus honnêtement. Je vais voir un petit peu. Je ne vais pas vous dire de conneries, parce que vu que ça change tout le temps. Non, non, c'était pas celle-là. En tout cas, ceux qui ont le prix public, hein, vous pouvez me le communiquer. Mais je ne sais plus, je crois que c'était 4 balles ou 3 balles ou 2 balles par workload, je crois. C'est ça, hein, je ne sais plus. Donc du coup, malheureusement, ouais, donc ça devient payant. Ah ben voilà, c'est ça, c'est 3 balles en fait. C'est ça. En fait, je l'avais juste au-dessus. C'est 3 dollars en fait, malheureusement. D'accord. Donc en fait, ce qui est free, regardez. Ce qui est free, c'est quoi? Vous pouvez les lire, les machins, super. Mais par contre, ben voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, quoi. En fait, c'est ce truc-là. C'est ces deux trucs-là. C'est-à-dire l'évaluation comportementale des risques high, medium, etc. sur mes conditional access, pardon, sur mes workload identities, et aussi les conditional access. C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez? Bon, le reste, c'est bien, etc. Mais moi, c'est surtout ça dans mon modèle de zéro trust. Si j'ai pas ça, ça tombe un petit peu à l'eau. C'est payant même avec Entrasuite. Oui, je te confirme que c'est payant même avec Entrasuite parce que c'est un petit module, ça, en fait. Ça s'appelle Microsoft Entracloud ID, Workload ID Premium. Parce que dans Entrasuite, tu vois, tu ne l'as pas. Tu vois, si on va aller dessus tout à l'heure, Entrasuite ici,
tu vois, en fait, si tu viens dessus, malheureusement, tu ne l'as pas. Tu vois, quand tu viens ici, tu as la gouvernance, d'accord, mais tu n'as pas la partie, comment on appelle ça? Tu n'as pas cette partie, tu vois, je peux même tout montrer tout, hein, pour être clair. Tu n'as pas cette partie, en fait, workload identities, tu vois. Malheureusement, enfin, je vais le mettre en anglais parce que je comprends rien. Tu vois. Et ici, tu vois, j'ai beau chercher, hein, euh, à moins qu'ils aient changé, on va dire, ils ont, mais je ne crois pas. Je ne crois pas malheureusement. Donc ça veut dire que tu imagines tout ce que tu te retrouves à payer, vous voyez, aucun truc de workload identities. D'accord? Donc même avec ça, qui coûte quand même 12 dollars, malheureusement je ne l'ai pas. Donc il faut l'avoir en plus par workload. Donc c'est 3 balles, hein. Merci Aurélien, effectivement c'était sur le site. C'est 3 balles. Donc voilà. Donc très important, donc votre design doit être basé sur ces personas-là. D'accord? Ici. Très important. Ensuite, le token protection. C'est dommage, je trouve que pas beaucoup de gens l'utilisent, pas beaucoup de gens en parlent. Le token protection, c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement intéressant et d'extrêmement sensible à mettre en place. Donc, ça permet de réduire la surface d'attaque du token lui-même, en fait. D'accord? C'est-à-dire, ça ne va pas réduire la surface d'attaque de votre PC ou de votre ordinateur ou de votre, on va dire, authentification de manière globale. C'est vraiment sur la partie token que vous allez générer. D'accord? Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que en fait, il s'assure que le token qui est généré la première fois, pour vous la faire courte, soit toujours émis par le device qui est censé le faire. Et ça, pourquoi? Comment on fait ça? C'est qu'en fait, on va avoir une encryption, donc en fait, entre le token et le device de l'utilisateur. Ce qui fait que quelque part, le token va avoir une empreinte liée au device à chaque fois. Et donc, du coup, ça permet vraiment, en fait, de faire du hardening au niveau du token. D'accord? Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant là-dessus. Pour l'instant, ce qui est supporté, c'est Exchange Online et Office 365. Bien sûr, attention, c'est du preview, mais rien ne vous empêche de l'utiliser. Honnêtement, c'est pas mal, parce que ça vous permet, voilà, d'éviter de vous faire voler vos tokens, ça vous réduit la surface d'attaque, et surtout, c'est seamless integration avec Windows 10 et Entra ID, Windows 10 au plus, hein, Windows 11 bien évidemment, et surtout avec Entra ID John. Ça marche bien sûr sur les types de clients suivants. Très important, il faut respecter ces versions. Ça, c'est très important. En général, si vous êtes sur la dernière version, vous êtes bon, hein. Donc, vous allez pouvoir activer votre token protection sur OneDrive, sur SharePoint parce que c'est du Teams, et pour BI Desktop, ça fonctionne aussi. Attention néanmoins, attention, il faut uniquement avoir la licence Entra ID P2 pour que ça fonctionne. D'accord? Donc ça ne marche pas avec P1. Parce que j'ai eu des clients qui ont essayé de le mettre en place, ça ne marche pas pour client. Des effets de bord, honnêtement, sur ce que j'ai vu. Alors, encore une fois, c'est en preview. D'accord? Donc, je ne vous dis pas de le mettre en production. Attention, Olivier. Mon message est clair. C'est plutôt, je trouve que les gens n'en parlent pas beaucoup dans leur hardening pour pouvoir essayer de faire des tests et des validations. Et quand ça sera en GA, vous pouvez le déployer en GA, en prod. Tu peux avoir des effets de bord. Moi, j'ai eu 2 effets de bord sur les téléphones, sur iOS, mais sinon, honnêtement, RAS. Je n'ai pas eu d'effet de bord. Après, vous pouvez le tester, hein. Vous le testez, vous le validez, puis vous verrez bien. D'accord? Ça protège le PRT. Non, justement, ça c'est différent. Donc le PRT était plutôt côté donc, device au niveau de la machine. Là, c'est vraiment ton token, en fait, ton access token quand tu émets ton authentification. D'accord? C'est ce qu'on appelle le token barrière. Le token barrière, il a le PRT, il a le token JWT, il a plein de tokens à l'intérieur. En fait, c'est tout ça qui est protégé. Et forcément, à l'intérieur, tu vas te retrouver avec ton PRT, etc. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que ce fameux token, si j'arrive à te le choper, je peux m'authentifier à ta place parce que j'ai à l'intérieur l'access token, et dans l'access token, j'ai tes claims, et j'ai surtout ton MFA qui a été activé, j'ai ton appartenance au groupe, donc je peux accéder à des groupes, etc. etc., etc. D'accord? Donc,
honnêtement, pour ceux qui sont curieux, faites le test, essayez de l'utiliser, c'est vraiment pas mal, ça fonctionne assez bien. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu que 2 effets de bord connus à ce jour sur iOS au niveau OneDrive, tout simplement. Pas OneDrive, que je raconte, au niveau Exchange. Donc, d'ailleurs, vous avez quelques limitations, hein. Attention, justement. Surtout, ce qui est très intéressant à comprendre, ça ne marche pas sur les MTR. Parce que j'ai eu plusieurs clients qui m'ont posé la question, est-ce que le token protection marche sur les MTR? Non, la réponse est non. Ne l'utilisez pas pour les MTR, ça sert à rien, ça marche pas. Donc n'allez pas mettre les comptes, vous savez, MTR dans les conditions access, ça marche pas. Donc pareil, hein, pour la partie B2B, pour le moment, ça fonctionne pas, mais ça viendra. Ça, c'est intéressant. Le jour où ils font ça, ça voudrait dire que je vais pouvoir m'assurer que les gens qui font du B2B avec moi au niveau Guest Access, leur token est bien sécurisé. Bah oui, parce que si vous êtes en B2B avec une société, et moi j'arrive à choper votre token, donc du coup je rentre en B2B avec la société à votre insu, à votre place. Vous voyez, ça fait tout de suite ricocher, ça fait tout de suite mouvement latéral sur le tenant. Extrêmement important. C'est pour ça que ça, le jour où ça va arriver, ça peut être pas mal aussi. Voilà, messieurs, ce que je voulais vous raconter un petit peu, que ce soit les nouveautés sur la partie token protection, le real-time, l'Entra ID Connect, le Global Secure Access, et puis la partie un petit peu licensing, refaire un point global. Pour les prochains webinars, comme je vous l'ai dit, on va s'attaquer à la partie peer view, parce que là j'ai beaucoup de demandes. On va s'attaquer à la partie donc Global Secure Access, j'en ai fait quand même pas mal, donc je pense que je vais arrêter un moment. Tant que j'ai pas de nouveautés, ça sert à rien que je vous fasse des sessions pour faire des sessions, ça sert à rien. Par contre, je ferai bien une session sur l'Entra ID Connect, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire là-dessus, notamment sur la métaverse, sur le traitement de la métaverse quand j'ai des problèmes de connecteurs. D'accord? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires à apporter. Donc, n'hésitez pas avant que je vous laisse tranquillement vaguer à vos occupations. Oui, il y aura le replay, bien sûr, Franck. Hein. Bien sûr, il y aura le replay. Donc là, voilà, on a vu quelques petites démos, on a vu les protected action, on a vu surtout le bulk operation qui est intéressant. Donc après, soyez pas trop gourmands. Vous savez, les nouveautés dans Azure AD, il y en a plein, mais après, il y en a plein que vous ne voyez pas, en fait, parce qu'ils sont à l'intérieur du système. D'accord. Mais vous avez quand même pas mal de nouveautés tous les jours. On a vu le QR code authentication. Merci beaucoup, Jeff. Merci, au plaisir de te voir et de peut-être enfin on arrivera à faire ce webinaire ensemble sur Arden 365. J'espère qu'on y arrivera un jour. Voilà, donc vous avez tout ça. Et puis, je vous ai annoncé surtout la Z-Commu, les gars. OK, donc très important. Voilà. Donc MFA, Compliant Hybrid, Total Protection Feature. Exactement, Mohamed. Dans ce truc-là, tu es en mode blindé, tu es en mode chair d'assaut. Là, tu es en mode chair d'assaut, effectivement. Voilà. Mohamed m'a résumé la session en 4 points, les mecs. Donc du coup, oui, et désolé hein, pour le petit loupé, la prochaine fois, je vous promets qu'il n'y aura pas de loupé pour le webinaire. Donc soyez toujours aussi nombreux. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de toute façon, et d'apprendre des trucs. Donc c'est cool. Je vais uploader ça sur comment on appelle ça, sur ma chaîne YouTube. Oui, effectivement, ceux qui veulent suivre le bootcamp expert Entra ID, donc il est toujours disponible. Il me reste encore quelques places. Hein. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, libre à vous. On a déjà pas mal de participants. Hein. On a énormément de participants ce mois-ci. Donc, c'est en mars, d'accord. Donc, il est là. Et c'est un bootcamp, donc tous les dimanches 4 heures pendant un mois. Et là, par contre, vous pouvez le dire aux participants qui participent avec moi. Là, on fait de la deep dive de chez deep dive. Hein. C'est-à-dire ce que vous voyez dans le bootcamp, vous ne le verrez jamais en formation. Vous ne le verrez jamais en formation officielle, vous ne le verrez jamais en formation Microsoft ou autre, parce que c'est des choses qui ne sont jamais vues. Jamais vues. Ah, merci beaucoup. Voilà, messieurs, donc si ça vous intéresse, il nous reste encore quelques places. Rien à voir avec le live, mais j'ai une question à propos des PC en mode bridge en track-gen. Dorénavant dispo, transformation sans réinsertion complète. J'ai pas compris, Xavier, tu veux quoi? Tu veux migrer
Entra-join hybrid join vers entra-join, c'est ça? Oui, alors oui, tu peux. Tu as le logiciel Quest. Aujourd'hui, Quest, il te permet de migrer, parce que je l'ai fait sur un projet, il te permet de migrer Entra hybride vers Entra Join sans refaire les sessions. Enfin, en gros, tu gardes l'environnement de l'utilisateur. En fait, en gros, tu perds rien et tu n'as pas besoin de refaire la machine. En tout cas, je vous remercie et dites-moi si ça vous intéresse des webinars et des bootcamps sur l'IA. Parce que là, je me mets à fond dedans. Depuis maintenant, allez, on va dire 3-4 mois, je suis à fond dedans. Donc là, du coup, oui, outitière, oui, exactement. 3-4 mois, je suis à fond dedans. Donc, si ça vous intéresse sur la partie IA, bien évidemment, voilà, je vous montrerai ça. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Donc, restez concentrés, restez connectés. Il y a d'autres webinaires qui vont suivre, et surtout avec la communauté Zero Trust. Et puis, de toute façon, il y aura aussi d'autres intervenants qui feront aussi des webinaires à leur sauce, sans problème. Et quant à moi, je vous remercie encore une fois de votre temps. Merci beaucoup d'être venus, les amis. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures et d'autres webinars. Et j'espère que ça vous a plu, ce petit aparté sur la partie Entra. Exactement, Alexis. Et pour info, le 63, je vais vous laisser avec une énigme. 63, celui qui trouve, il aura une réduction sur mon prochain bootcamp. C'est facile à trouver, hein, 63. Je vous donne un indice, je suis fan de voitures. Voilà. Merci tout le monde. Et puis, je vous dis à la prochaine, les amis. Ah, putain, il est trop fort, le Mohamed. Putain. Bon, Mohamed, t'as gagné. Bien joué. C'est le Silite 3, effectivement, d'AMG. Exactement. Par contre, il faut un S. Ouais. Ayoub, il me connaît bien, hein. Moi, il me faut la version S, hein, les mecs, hein. Sinon, ça va pas le faire. Non, par contre, j'ai pas les moyens d'offrir une AMG 663, Jean-François, hein. Il serait bien content, Mohamed. Et d'ailleurs, Jeff, nous, on se voit mercredi prochain pour les ateliers les comités d'architecture. Pardonning. Donc, je vais reparler du modèle, etc. Un peu en plus deep dive, bien sûr. Jeudi, ouais, jeudi, pardon. Ouais. Et en majorette. Ouais, c'est ça. Ok, les gars, écoutez, moi, je file à plus. Et encore une fois, merci. Je poste le replay très bientôt. Ciao.